Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Si le nom de Goncourt est toujours très connu, grâce en particulier au fameux prix littéraire, à la station de métro ou à divers équipements urbains, le grand public pense moins souvent au duo fraternel d'écrivains du XIXe siècle à qui il doit pourtant son rayonnement aujourd'hui. Mais qui étaient Edmond et Jules de Goncourt? Pourquoi ces frères écrivains polygraphes d'une même œuvre, abondante et étonnante, qui tutoyèrent, voire toisèrent de Flaubert à Maupassant en passant par Zola, tout ce que la seconde partie du XIXe siècle compta de gloire littéraire, sont-ils comme dissimulés par la postérité de leur nom? C'est à cette question qu'entreprend de répondre Pierre Ménard à travers une biographie pleine de malice, de drôlerie et d'empathie, justement intitulée « Les infréquentables frères Goncourt » aux éditions Talendier. Les Goncourt, d'abord tentés par une carrière de peintre, sont aussi des collectionneurs avertis et idolâtres d'un XVIIIe siècle fantasmé et recréé au gré de leurs domiciles successifs. Quel endroit plus approprié à l'évocation des deux esthètes que furent les Goncourt que l'appartement-atelier du peintre d'intérieur Laurent de Comines, dont tout l'art est dédié au revival et à l'évocation sublimée d'intérieur des XVIIIe et XIXe siècles. Il est maintenant temps pour nous de retrouver notre invité, Pierre Ménard. Pierre Ménard, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur. Merci de nous faire le plaisir de votre venue à propos d'un livre extraordinaire dont nous allons quand même longuement discuter. On ne peut pas épuiser le sujet des frères Goncourt comme cela. Les infréquentables frères Goncourt aux éditions Talendier. Avant de rentrer dans le corps de votre livre et même de vous poser la question rituelle, vous êtes notre premier invité depuis des mois et des mois et des mois. Parce qu'évidemment, il n'échappera à personne qu'il s'est passé un petit événement, à savoir ce virus dévastateur et cloisonnant. Et de fait, nous avons connu une longue période de confinement. Et je pense que je vais instaurer un deuxième rituel, à savoir demander au moins pendant les 3-4 mois à venir à nos invités, si nous arrivons à tourner, comment ils ont vécu cette étrange période de confinement. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Merci pour votre invitation. Eh ben, écoutez, j'ai fait l'inverse d'Edmond de Goncourt pendant le siège de Paris, qui était resté courageusement chez lui, et je me suis enfui la veille du confinement en Charente, et donc j'ai passé un confinement agréable et agréable. Bon, très bien. Alors, comme vous le savez, juste avant notre interview, on a toujours une question rituelle, mais qui est en lien avec cette interview, à savoir qu'on veut faire réagir l'invité au décor l'entourant. Vous n'ignorez pas, je crois même que vous vous êtes trouvé hâtivement, sans tout à fait subrepticement, un lien de parenté avec notre hôte, et c'est absolument fortuit. Nous sommes dans l'appartement atelier du peintre d'intérieur, dans la grande tradition de Séribriakov, Laurent de Comines. Quel est votre sentiment d'être ici et quel lien on pourrait tisser entre ce lieu et les Goncourt? Ouais, c'est un lieu qui aurait beaucoup plu aux Goncourt, qui rêvaient d'être peintres, qui l'ont essayé, avec un succès très mitigé, mais qui se rêvaient en inventeurs d'intérieur, surtout Edmond de Goncourt, qui avait des collections d'art, qui collectionnait notamment les Watteau. Je vois un exemplaire du livre ici, donc je pense que c'est un lieu qui leur correspond tout à fait et qui leur aurait beaucoup plu. Bon, Laurent a réussi là où ils ont raté. Alors, nous allons donc maintenant nous intéresser à votre ouvrage, mais quand même aussi encore un peu à vous, parce que, ne le prenez pas comme une offense ou un propos désagréable, mais vous êtes quand même relativement jeune. Puis je me permets de vous demander quel âge vous avez, parce que c'est toujours un peu stupéfiant. Vous avez déjà une certaine production. Quel âge avez-vous? Ça change beaucoup, mais j'ai 28 ans en ce moment. Ça change tout le temps, hein. Ça change tout Chaque le temps. année, ça change, ma bonne dame. Eh bien, écoutez, à 28 ans, vous êtes déjà l'auteur de 4 ouvrages, ce que répètent les sites à foison. Donc, j'espère ne pas dire de bêtises en disant cela. Il y en a même 5. 5. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Je crois qu'il y a deux biographies. C'est ça. L'une sur le financier de Louis XIV, Ambroise Croizat. Antoine Croizat. Et puis donc, cette biographie des Goncourt. Et des livres, par ailleurs, un petit peu ironiques qui sont
comment parler, c'est pas vous qui avez fait comment parler des livres qu'on n'a pas lus, mais comment avoir l'air intelligent, si j'ai bonne mémoire. Il y avait 20 bonnes raisons d'arrêter de lire c'était des petits pamphlets humoristiques, effectivement. D'accord, très bien. Alors, dans cette production foisonnante pour votre âge, quelle est l'unité qu'on peut dégager là-dedans? Est-ce que vous recherchez une unité? Est-ce qu'il y a un lien logique? Je suis toujours intéressé par l'idée de faire une œuvre, quelle qu'elle soit. Et est-ce qu'il y a comme ça une espèce de continuum, de cohérence là-dedans? Bonne question, non, je suis pas sûr. Je pense que la seule unité qui est, c'est le plaisir d'écrire. Et après avoir travaillé sur Crozat, qui était un odieux personnage du XVIIIe siècle, j'avais envie de travailler sur d'odieux personnages du XIXe siècle, et donc les Goncourt étaient vraiment parfaits pour ça. Bon, il va falloir trouver d'odieux personnages au XXe, mais ça n'en manque pas. Alors, donc, comme je disais, voilà votre 5e ouvrage, n'est-ce pas, cette biographie. Et cette biographie des Goncourt, et c'est comme ça que nous allons rentrer dans le livre, commence et est d'ailleurs jalonnée par une suite d'épigraphes, quand même toujours assez malicieuse et drôle. Et quand on n'a pas lu le livre, comme c'est la première chose sur laquelle on tombe, voilà ce qu'elle dit. Peut-être dit-on moins de sottises qu'on en imprime, et cet extrait, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, du mythique journal des Goncourt. Pourquoi avoir placé cette épigraphe au début de votre livre? J'espère que ce n'est pas pour décourager le lecteur de lire le reste. Tant qu'il l'a acheté, après, c'est pas grave s'il ne le lit pas. Non, l'idée, c'était... Toujours une armoire à caler. Je trouvais ça très drôle d'avoir... la phrase était très bien tournée. Elle sonne comme un avertissement à moi quand je l'écrivais. C'était pour me motiver à bien écrire. Et puis, ce qui est drôle, c'est de le mettre en rapport avec l'œuvre des Goncourt, qui est assez disparate, où on a du très bon et aussi beaucoup de très mauvais. Donc, ils auraient bien fait de se l'appliquer également. Bon, une mise en abîme des Goncourt, enfin, ou une mise en abîme de vous par rapport aux Goncourt. Alors justement, ces Goncourt, il y a un paradoxe immédiatement quand on entreprend d'en parler, parce que c'est un nom qui, pour un très grand nombre de personnes, dit quelque chose. Maintenant, il faut voir ce que ça dit. Très souvent, à quoi est-ce qu'on associe le nom de Goncourt? Je ne pense pas qu'on pense tout de suite aux auteurs. Oui, beaucoup de gens déjà ne savent pas qu'ils sont deux, mais donc ce à quoi on pense, ce pourquoi ils sont connus et ce pourquoi ils sont passés à la postérité, c'est vraiment ce qui est la partie la plus accidentelle de ce qu'ils aient construit, c'est le prix Goncourt évidemment. C'est vrai, il y a aussi, on pourrait dire, une station de métro, et puis j'imagine qu'à travers la France, je ne sais pas si vous avez fait une petite enquête là-dessus, mais il doit bien y avoir des boulevards, des avenues, des rues. Oui, il y en a une à Paris, la station de métro, il y en a un peu partout, il y a des collèges, ce qui est amusant, ils ont détesté le collège, même des logements sociaux chez des gens qui ont autant tapé sur sur les pauvres. Donc c'est assez amusant, on les retrouve partout, et je pense que si les gens connaissaient vraiment les Goncourt, peut-être qu'ils n'auraient pas donné autant de noms de bâtiments, de collèges et de rues à ces gens-là. Alors l'avantage, c'est que je ne crois pas qu'à Paris, il y ait de statues des Goncourt, donc on n'est pas prêt de les déboulonner, puisqu'il n'y en a pas pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous les situer un petit peu socialement, parce que ces Goncourt sont des Saint-Simon au petit pied du 19e, ils ont quand même une certaine morgue, et quand on regarde réellement leurs origines, peut-être sont-ils là comme ailleurs un peu excessifs. Alors quelles sont les origines familiales des Goncourt? Les Goncourt, effectivement, quand on les voit à la fin de leur vie, enfin surtout Edmond, un seigneur, un duc. Voilà, c'est ça, on en fait vraiment un pair de France. Et tous les journaux soulignent que c'est une illustre famille, vraiment comme si c'était le dernier des Montmorency. Et lui jouait un peu là-dessus aussi. Quand on creuse un peu, en fait, c'est une famille qui est assez intéressante, qui est typique des familles de notables de ce début du 19e, donc c'est un peu un creuset de tout ce qu'il y a dans la société. Alors, une famille qui est à la frontière de la bourgeoisie et de la noblesse, ils ont acheté la terre de Goncourt 3 ans avant la Révolution, donc vraiment dans les dernières années de l'Ancien Régime, relativement aisés, mais pas riches non plus, mais qui leur de quoi vivre de leur rente sans avoir à travailler. Et une famille, oui, qui mélange un peu tout, puisque dans leur parenté, ils ont connu des gens qui étaient ministres de Louis XVI, avec des scènes assez drôles d'ailleurs quand ils les racontent. Et puis de l'autre côté, on voit des gens qui ont profité de la Révolution, des enrichis de la dernière heure, riches à millions et extrêmement avares, qui vont récupérer le papier des emballages des fleurs pour se rouler des cigarettes, enfin des choses comme ça. Donc on trouve vraiment de tout. Et donc une famille, oui, typique, une famille notable. Voilà. Mais enfin, on est loin des La Rochefoucauld ou des Luynes, hein. C'est pas non plus, comme vous le disiez, des pairs de France. Voilà le milieu social situé.
Et puis, vous m'avez repris tout de suite quand j'ai parlé des Goncourt en disant, souvent on ne pense même pas qu'ils étaient deux. Ben justement, pensons-y. Alors, on n'en était pas au temps du mariage pour tous. Donc, il ne s'agit pas d'un couple, encore que c'est parfois une rumeur qui circule sur eux. Vous nous direz ce qu'il en est. On les appelle parfois les Gémeaux. Voilà. Donc, il y a quand même un lien très fort qui les unit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien ? Comment est-ce qu'ils se créent, quelle est la réelle nature de leur lien après enquête, et puis aussi peut-être souligner que ils ont une certaine différence d'âge. Quel est le lien qui unit si fortement les Goncourt? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand les Goncourt se racontent eux-mêmes, ils parlent vraiment d'eux. Alors, ils utilisent le mot couple comme d'un couple. Ça implique rien d'ailleurs derrière, mais vraiment comme des frères jumeaux, des siamois même. Ils racontent qu'ils ont exactement les mêmes idées, que quand il y en a un, par exemple, qui raconte une plaisanterie dans une aile d'un château, l'autre est en train de rire sans entendre. Et qu'il y a vraiment une communion des deux esprits comme ça. Alors, ils grossissent les traits, ils racontent que quand ils passent devant un chou, les deux ont envie de faire pipi sur le même chou, donc ils le font, voilà, des choses comme ça. Ça peut paraître un peu grotesque, et en même temps, quand on écoute leurs contemporains, à chaque fois, ils corroborent ça, c'est-à-dire qu'ils racontent qu'il y en a un qui finit une phrase, l'autre qui la termine, et qu'on les prend pour des frères jumeaux, alors que même physiquement, il n'y a rien de commun entre eux. Déjà pas jumeaux parce qu'ils ont énormément d'écart, ils ont 8 ans d'écart. On a Edmond qui est né en 1822, Jules en 1830, donc quand ils sont jeunes, ça fait quand même un écart très important. Bien sûr. Deux tempéraments aussi qui sont complètement opposés. On a d'un côté Edmond qui est grand, massif, qui est très renfermé, assez sinistre. Un peu ténébreux. Voilà, complètement ténébreux, assez mélancolique, qui parle très peu. Et quand il parle en plus, c'est toujours méchant. Ferdinand Bach, qui les avait connus, racontait qu'il avait l'air de mâchonner tout le temps un bonbon empoisonné pour le cracher à la tête d'un invité une fois de temps en temps. Connaître, voilà. Et de l'autre côté, on a l'exact opposé. C'est quelqu'un qui est très frêle, délicat, voilà, et très drôle visiblement. Quand les domestiques voient Jules revenir, ils sont contents parce qu'ils disent on va rire ce soir, Monsieur Jules est là. Donc toujours drôle, toujours de bonne humeur. Et donc ces deux êtres qui a priori n'ont rien en commun vont quand même créer une entité. Ils vont écrire tous leurs livres ensemble, les signer de leurs deux noms. Et même quand Jules sera mort, parce que Jules va mourir beaucoup plus tôt qu'Edmond, en 1870, Edmond continuera leur œuvre commune, le Journal des Goncourt, en continuant à l'appeler le Journal des Goncourt, alors qu'il est le seul à l'écrire. Puis à dire qu'il est veuf aussi. Oui. Voilà, on dit qu'ils sont veufs, enfin, qu'il est veuf, enfin c'est quand même très étonnant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur enfance qui explique ce drôle de lien qui n'a donc pas d'explication matérielle, puisque ce ne sont pas des jumeaux, parce qu'il y avait un gros écart d'âge. Est-ce que vous avez trouvé dans leur enfance quelque chose qui explique ce lien extraordinaire et qui aboutit à quelque chose d'unique, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le seul duo d'écrivains frères, c'est-à-dire il y a des tandems comme ça à quatre mains, Léonard-Jacques ou je ne sais quoi, mais avec des frères, je crois que c'est unique dans la littérature. Il y a des frères qui écrivent, il y a les qui font la même œuvre. Hein. Voilà, c'est ça. La particularité, c'est ça. Œuvre. Parce que sinon, il y a l'ironie, des gens comme ça. Mais effectivement, qui est produit tout le temps, qui est voulu faire corps et vraiment être deux têtes, mais pour une seule main, finalement, qui est Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est vraiment leur particularité. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait comment ces deux frères, et puis alors, il y a encore un autre détail, il faut quand même le dire, un autre détail de leur vie privée qui choquera, fera rire, interpellera nos spectateurs, c'est que donc ils partagent un même appartement, ils partagent une même activité, voilà, mais ils partagent aussi la même maîtresse et presque toute leur vie. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de maîtresse, Maria, si j'ai bonne mémoire, partagée entre les deux frères? C'est quand même étonnant ça aussi. Oui, ils disent elle fait comme le public, elle accepte notre collaboration. Ils ont commencé en fait beaucoup plus tôt parce que Edmond raconte que quand Jules, quand ils ont perdu leur mère, donc Jules était tout jeune et d'ailleurs souvent il disparaissait de la maison, il avait 16 ou 17 ans, et il allait se réfugier chez des femmes qui étaient intéressées par ses paiements. Et donc Edmond avait une maîtresse à ce moment-là qu'il a passée à son frère Jules parce que Jules avait une mésaventure avec une femme qui avait enlevé son dentier et sa perruque devant lui. Oui. Voilà, ça l'avait un peu traumatisé. Donc Edmond avait commencé par lui partager une femme et puis un peu plus tard, effectivement, Edmond a récupéré la maîtresse de Jules. Mais ils ont toujours ces côtés un peu étonnants, oui, qui ont beaucoup fait aussi spécial. Pour leur créer une drôle de réputation. Au moment de la mort du frère, Jules, les derniers mots qu'il va articuler, parce que le pauvre, il a de plus en plus de mal à articuler, c'est Maya, Maya, et en fait, on pense qu'il voulait dire Maria, Maria, c'est-à-dire la femme qui était entre eux. Alors, comment ce duo arrive-t-il à la littérature? Parce que c'est ça qui nous intéresse, et ce n'est pas un chemin tout droit, en fait.
C'est pas un chemin tout droit. Alors, quand ils sont jeunes, quand même, quand on regarde leurs copies, c'est assez frappant parce qu'on a notamment des copies de concours général de Jules qui a, je crois, 10 ans. Et il écrit vraiment, enfin, peu de gens, même mûrs aujourd'hui, écriraient comme ça. Ah, bah alors, ils ont quand même quelques qualités littéraires. Oui, oui, non, non, mais très tôt, ils ont quand même quelques qualités. C'est extrêmement bien écrit, c'est bien pensé. Edmond, de son côté, on sait qu'il reçoit aussi des prix en français, qu'il est relativement admiré. Et qu'un de ses professeurs, qui est prophétique, lui dit « Vous ferez un jour de grandes choses en littérature ». Donc ça se dessine un peu. Mais ils sont venus beaucoup plus tardivement à la littérature. C'est-à-dire que leur première vocation, c'était vraiment la peinture. C'est comme ça qu'ils se voyaient. Ils voulaient être artistes, peintres. Et donc, ils ont commencé à parcourir la France, puis l'Italie, puis l'Algérie, avec des petits carnets de croquis. Et puis, petit à petit, à côté de leurs dessins, ils faisaient des petites annotations, ils racontaient ce qui se passait, ils avaient une correspondance aussi, comme beaucoup de gens à l'époque, et c'est là que ça se dessine un peu, et c'est ce que dit Edmond, c'est ce carnet de dessins, qui de plus en plus est devenu un carnet aussi de notes, qui les a arrachés à la peinture, et les a orientés vers la littérature. Cela dit, ils ont quand même une bonne partie de leur vie continué à peindre et à graver, à faire des eaux fortes, donc ce côté-là, il ne faut pas l'oublier, c'est que vraiment ils se vivent eux-mêmes, autant comme des écrivains que comme des peintres. Pourtant, ceux qui jugent leur peinture, et là je crois qu'il n'y a pas beaucoup de zélateurs, on verra que sur la littérature c'est plus discuté, enfin c'est vraiment des peintres, peut-être pas du dimanche, mais n'ont absolument aucune spécificité, c'est assez plat, et ils se confondent finalement dans un ensemble de peintres. Ils ne seraient absolument pas restés célèbres s'ils n'avaient été cantonnés qu'à la peinture, vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que dirait, enfin, Edmond de Goncourt dira, c'est ma faute, j'ai arraché mon frère à la peinture, et sans moi, il aurait vécu, et il serait devenu un grand peintre. Oui. Et si on regarde leur peinture, alors c'est pas mauvais, mais ils seraient sans doute restés comme des petits maîtres du 19e siècle. Ils avaient un talent pour recopier ce qui existait, et au moment où il fallait inventer, c'était plus compliqué, donc oui, c'était pas de la formation de l'art au 19e siècle. Bon, alors voilà, leur carrière de peintre est maintenant derrière eux, et on va évoquer plus précisément leur carrière littéraire, qu'on peut qualifier d'en dents de scie, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, elle commence comment? Et puis, est-ce que vous seriez d'accord, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais pour essayer de donner un peu un cadre à cette présentation, en parlant de la période Edmond-Jules, puis de parler ensuite de la période uniquement Edmond. Il me semble que ça se séquence un peu comme ça. Comment viennent-ils vraiment à la littérature? Quelle est leur première œuvre? Comment est-elle accueillie? Et faites-nous un bilan de la période Edmond-Jules. Alors, comment est-ce qu'ils viennent à la littérature? Donc, il y a ce carnet, et puis ils se mettent... à ce moment-là, Jules, en fait, vient de perdre sa mère, il vient de passer son bac, donc ils sont encore très jeunes, il a 18-19 ans, Edmond 8 ans de plus. Et Edmond s'était orienté vers une carrière de comptable qu'il détestait, il racontait qu'il songeait souvent au suicide. Un gratte-papier. Voilà, et au moment, oui, vraiment en détestant ça, et chaque fois qu'il avait une promotion, vraiment on avait l'impression qu'il était condamné à mort, on a des lettres comme ça. Et au moment où leur mère est morte, donc quand ils étaient encore assez jeunes, à ce moment-là ils arrêtent de travailler, ils se consacrent vraiment d'abord à la peinture, puis à l'écriture. Qu'elle laisse quelques rentes, bon, elle leur permet quand même de vivre confortablement sans avoir à travailler de leur vie. Rue Saint-Georges. Rue Saint-Georges. Et donc, grâce à ça, ils se disent qu'ils sont artistes, ils commencent à écrire des petites tragédies ou des comédies qui sont refusées à chaque fois assez violemment d'ailleurs par les directeurs de théâtre. Par le théâtre alors. Voilà, ils veulent s'orienter d'abord vers le théâtre qui à l'époque vraiment est le genre vraiment en vogue, qui permet aussi d'avoir des revenus très confortables très rapidement, d'être reconnu instantanément. Bon, ça ne marche pas du tout. Et ils s'orientent donc vers un genre qui est un peu plus confidentiel, encore qui commence à avoir du succès, qui est le roman. Et donc, ils font un roman qui s'appelle En 18, avec des points de suspension, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et ce livre-là, alors ils en sont convaincus, vraiment, ils vont être les prochains Victor Hugo, la postérité leur tend les bras, ils vont avoir un succès immense. Donc ils se couchent peu de temps, le livre doit paraître en décembre 1851, ils sont ravis, ils se couchent au début décembre 1851 tranquillement en pensant à leur livre qui va sortir, et à quelques centaines de mètres de là, à l'Élysée, le président de la République, qui est Louis-Napoléon Bonaparte, raccompagne ses invités d'une soirée. Il va avec quelques-uns de ses proches dans son bureau, il leur tend un dossier Rubicon, et c'est le départ du fameux coup d'État du 2 décembre. Et donc les Goncourt sont réveillés en pleine nuit par l'homme de main d'un de leurs cousins, qui leur dit c'est le coup d'État, et ils répondent mais notre livre qui doit paraître aujourd'hui. Voilà, l'homme de main, c'est ça montre un peu l'idée de leur personne, et donc l'homme de main leur dit mais un roman, la France se fout pas mal d'un roman aujourd'hui, c'est le coup d'État, et donc ils se baladent dans les rues. Alors tout le monde se fait, les soldats arrêtent des gens partout autour d'eux, mais ce qui les intéresse surtout, c'est
Est-ce que le roman est à l'aventure des librairies? Est-ce que les affiches de leurs livres sont là? La réponse évidemment est non. Donc le livre va être complètement occulté par le coup d'État, ce qui vaut, ils en vendront 64 exemplaires. Mais ce qui après tout, le coup d'État sert aussi d'excuse, ils s'en sont servis d'excuse, parce que le livre est quand même très mauvais. Alors, et on ne serait pas mieux vendu. Voilà, c'est ça, on n'y comprend absolument rien, donc ils donnent des recettes de potage, on a des billets de Madame de Maintenon, une histoire d'espionne, et c'est absolument incompréhensible. Méli-mélo de choses. Voilà, il y a tout, des poèmes, c'est vraiment un fatras d'idées, et eux-mêmes le reconnaîtront plus tard quand ils le reliront, et donc ce qu'ils feront, c'est que tous les exemplaires qu'il leur restait sur les bras, ils les mettront dans la cheminée. Et malheureusement, même avec l'évolution de l'histoire littéraire, on n'a pas trouvé là un chef-d'œuvre incompris. Non, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Bon, alors, on peut aussi rebondir, même si on va continuer d'évoquer leur carrière littéraire, sur un trait de leur personnalité qu'il faut absolument faire ressortir. Votre présentation, dès le titre, indique quand même les infréquentables frères Goncourt, donc on ne s'attend pas à trouver des enfants de cœur. Mais parmi les raisons pour lesquelles ils sont infréquentables, il y a des choses qui tiennent vraiment à leur psychologie, leur comportement. Ils sont d'une vanité qui dépasse toute mesure. Et on doit dire que votre livre est quand même très drôle. Hein. Il y a beaucoup de situations que vous rapportez. Enfin, on se demande si c'est possible et si c'est vrai. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne parlent que d'eux, ils ne voient qu'eux. Tout le reste du monde n'existe quasiment pas, ou par rapport à eux. Parlez-nous un peu de la mégalomanie inimaginable dans un roman des Goncourt. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez frappant, à un point où on se demande en fait s'ils le font exprès pour créer quelque chose de grotesque et que ce soit comique, ou si ça relève du pathologique. Et on a souvent vraiment du mal à trancher, on ne sait pas du tout. Et c'est dire que je pense qu'effectivement dans la littérature, il y a beaucoup d'écrivains qui ont parlé d'eux, c'est une grande tradition, mais je pense qu'à ce point-là, j'en ai pas en tête. Je pense que même Chateaubriand est un parangon de modestie à côté des Goncourt. C'est dire. Et donc, effectivement, dans leur journal, par exemple, qui fait des milliers de pages, les 3/4 vont être consacrés à leur personne, et ça va être vraiment la couleur de leurs urines le matin, leurs maux de tête, le montant des additions au restaurant, ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé. Et donc, effectivement, il y a eux, et puis ce sentiment d'être toujours persécutés, et que le monde existe, et c'est ça, existe à travers eux, et surtout contre eux, et qui sont donc la risée du monde entier. À leur décharge quand même, c'est vrai que quand on regarde un peu les journaux et ce qui se racontait sur eux dans les journaux de l'époque, c'est rarement tendre à leur égard. Alors, il faut dire qu'ils le cherchent aussi parce que, voyant que ça ne marche pas, ils vont jusqu'à un moment donné publier une sorte de, je ne sais plus si c'est une pièce de théâtre ou un roman, mais je crois que c'est un roman qui est quand même une satire du monde de l'édition. Et donc déjà, ils n'avaient pas beaucoup de succès dans ce monde-là. Souvent, leurs publications sont à compte d'auteur et ils pensent avoir trouvé l'idée du siècle pour sortir de cette ornière, c'est-à-dire critiquer le milieu qui déjà ne veut pas d'eux. Est-ce que tout ça est jusqu'au, je ne sais plus comment s'appelle le roman. Oui, ça s'appelle Les Hommes de lettres. Les Hommes de lettres, voilà, exactement. Alors parlez-nous de ça aussi parce que c'est extraordinaire. Oui, alors il y a cette idée, ils ont vraiment cette ambition d'avoir du succès, d'être connus, et effectivement, quand on regarde autour d'eux, ils fréquentaient quand même les plus grands noms de la littérature, des gens qui étaient au sommet, ils connaissaient très bien Théophile Gautier, Flaubert, voilà, donc tout le monde autour d'eux y arrivait, sauf eux. Donc il y avait une sorte d'aigreur, surtout pour des gens aussi narcissiques et égocentriques, il y avait toute cette aigreur, et ils ont décidé de faire ce pamphlet, ils le disent, contre leur ordre, donc Les Hommes de lettres, qui est vraiment une satire des journalistes et une satire des écrivains, des gens du monde de l'édition. Voilà, du monde de l'édition. Et effectivement, alors là, ils arrivent à faire du bruit, à se faire connaître. Le livre ne se vend pas du tout, donc de ce point de vue-là, c'est raté. Et en revanche, effectivement, ils se sont fait un nom, mais alors là, ils l'ont bien sali et tout le monde leur tombe dessus, ce qui sera le cas en fait avec tous les livres suivants aussi. Et alors, je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire. Alors, c'est vrai que n'étant rien dans la littérature, on peut s'interroger sur comment est-ce qu'ils ont réussi à grouper autour d'eux un tel aréopage de grands auteurs, dont Flaubert est peut-être celui dont ils sont le plus proches. Il est assez familier avec eux, il leur donne un surnom qui est quand même comique. Oui, il l'appelle les Bichons. Les Bichons. Et lui, je ne sais pas s'il lui donne exactement ce surnom, mais enfin, il le compare à toutes sortes d'animaux, jusqu'aux cochons, hein, même, ça arrive. À un moment donné, tous leurs amis sont comparés à des cochons, même eux. Pour une fois, ils se mettent quand même dans la même porcherie, on peut le dire. Et ses amis ont quand même une responsabilité dans cette mégalomanie parce qu'on voit qu'ils les encouragent à chaque échec, alors que les livres sont plus mauvais les uns que les autres, et puis au lieu, une bonne fois pour toutes, de dire peut-être même simplement les défauts, de pointer techniquement ce qui ne va pas, en général, non, ça se conclut par le fait qu'ils leur soit écrivent, soit disent, donc oralement, des compliments qui les enfoncent dans cette croyance que l'insuccès vient d'une incompréhension.
Du temps, parce que vous avez dit donc que Jules de Goncourt meurt en 1870. Du temps de Jules, on peut le dire, ils ne connaîtront strictement aucun succès. Aucun succès. Il est mort, le pauvre, vraiment en ayant vu toutes leurs ambitions littéraires anéanties, quand bien même il avait commencé à participer au journal, qui plus tard sera quand même une sorte de succès, mais le pauvre, il n'a pas... Cela dit, il a eu quand même une forme de succès, alors, si on peut appeler ça comme ça, qui est en 1865 une pièce de théâtre, et alors qui est, paraît-il, le plus grand fracas de l'histoire de la comédie française, où tout le monde se bat, lance des chaises, choses, des pots d'orange. Voilà, c'est ça. Et donc, ils seront convaincus que c'est une forme comment dire, de reconnaissance, pas de reconnaissance mais d'attaque, qu'enfin on les attaque en tant qu'artistes, et en fait pas du tout, c'est une querelle qui a un côté politique et qui n'est pas du tout contre eux contre leur œuvre, mais contre leur personne. D'accord, donc en fait là encore il y a un malentendu, une fois de plus il y a un malentendu. Alors, il y a une chose un petit peu étonnante, c'est que à côté de cette œuvre littéraire donc, qui peine à faire évoluer, d'abord ce sont quand même des graphomanes. C'est-à-dire qu'ils échouent, mais ils écrivent beaucoup. On a un petit peu parlé de la pièce de théâtre, des pièces de théâtre. On a parlé des romans. Une chose voilà, que je ne savais pas, je l'avoue. J'ai remarqué, et je pense que ça ne devait pas les concerner que seuls, que très souvent, on reprenait des romans pour les réadapter au théâtre. Pratiquement tous leurs romans ont été réadaptés au théâtre. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire cette chose-là? Est-ce que c'était une pratique qui ne les concernait que parce que n'arrivant pas à réussir, ils essayaient sous une autre forme? Ou c'était une pratique commune au 19e de reprendre des romans pour les adapter au théâtre? Non, ça se faisait beaucoup, mais c'est comme aujourd'hui, quand les romans sont adaptés au cinéma, finalement, c'était vraiment la même chose. Un roman qui avait un peu de succès, on l'adaptait au théâtre. Dans leur cas, ça a été quand même... Jules a très peu connu ça, en fait. C'était surtout quand Edmond était dans les dernières années de sa vie, où il a commencé à être plus célèbre, et effectivement, il a fait reprendre la plupart de ses romans en pièces de théâtre, en déclenchant à chaque fois la même chose que pour sa première pièce. Il y a toujours des réactions vives. Alors, on pourrait analyser les raisons de ces échecs à répétition. Bon, vous nous avez dit, concernant en 1800, c'est un peu mystérieux, qui aurait pu être un titre prototypique. Après tout, quelqu'un a bien révolutionné le parfum en collant un chiffre comme... bon, voilà. Là, ça n'a pas marché. Les raisons de l'insuccès, c'est d'une part qu'ils savent pas bâtir une intrigue. Quelles sont les raisons vraiment concrètes, vous qui avez lu donc l'œuvre des Goncourt, quand vous la lisez, surtout aujourd'hui, ça doit être encore plus dur qu'au 19e siècle. Quelles sont pour vous les raisons concrètes de l'insuccès? Vous n'en voulez pas au Goncourt, personnellement? J'ai rien contre eux, enfin si, ils m'ont quand même pris 2 ans de ma vie. D'accord. Et leur roman serait quelque chose à leur décharge. Alors je pense que les romans ont effectivement mal vieilli, déjà à cause du vocabulaire qui est utilisé, et c'est vraiment sans doute le trait principal. C'est que les romans, voilà, les Goncourt se vivaient comme des artistes, comme des peintres, et donc en tant qu'écrivains, ils devaient aussi peindre différemment de tout le monde, et donc ils ont inventé ce qu'ils appellent le style artiste, et le style artiste, ça consiste vraiment à retravailler la langue complètement. L'écriture artiste. L'écriture artiste, c'est ça, et donc ça veut dire que par exemple, on va étendre la phrase pour lui faire épouser le mouvement de l'action, donc ils vont se répéter, ce qui les gênait, les choquait, les fatiguait, etc. On va mettre 15 fois la même chose. Une description de la Lune, ça va prendre 3 pages, alors que la Lune n'a aucun rapport dans l'action. Donc ça a pu déjà dérouter un peu. Et puis le vocabulaire choisi lui-même, c'est quelque chose qui est un peu chinois, on a du mal à comprendre, et donc ils vont inventer des mots. Ils ont créé plus de 800 néologismes. C'est incroyable. Et voilà, alors une langue qui est très particulière, parfois ça réussit, souvent ça rate complètement, donc ils vont parler du chutement d'une feuille d'arbre, de l'accumulement, du pardonnement. La bibloterie. La bibloterie. Oui, bon, celui-là n'est pas le plus mauvais, mais donc il y a beaucoup de mots en fait qui existent déjà. Et Foultitude. Voilà, c'est ça, il y a d'un côté ceux qui existent déjà et qui vont réinventer, et ça marche souvent assez mal, et puis de l'autre côté, il y en a quand même quelques-uns qui vont passer dans la langue courante. Par exemple, effectivement, la foultitude, c'est eux qui l'ont inventé. L'américanisation, ils en parlent dès 1867. Là-dessus, ça fait partie des quelque chose quand même sur lesquels ils sont un peu précurseurs, et ils ont des dons de voyants. Ils parlent de l'américanisation de la France qui ne peut qu'arriver, selon eux, dans les décennies qui viennent. Figarotin aussi, pour abonner au Figaro. Donc il y a quand même quelques trouvailles dedans. Mais ce vocabulaire va effectivement rendre leur œuvre un peu... illisible. Oui, parfois illisible, et donc ça va déclencher des querelles. Par exemple, on aura Gide qui disait qu'il lisait les frères Goncourt pour apprendre comment il ne fallait pas écrire. Et de l'autre côté, on a Huysmans qui lui sera vraiment marqué par les frères Goncourt, et on trouve des parentés d'ailleurs
entre le style de Huysmans et celui des frères Goncourt, et il écrit une lettre en expliquant au Goncourt que c'est justement avec le roman qu'il a appris à écrire et que il s'inscrit comme leur élève. Rappelons d'ailleurs, parce que nous allons, après avoir parlé de tous les insuccès des Goncourt, on va quand même venir à leur réussite, parce qu'on peut pas, enfin votre livre, ce qu'il y a aussi de passionnant dedans, c'est qu'on ne peut pas faire des Goncourt une affaire classée en moins de 2. Bon, j'ai pris cette épigraphe qui donne l'impression d'orienter le roman, de votre biographie, dans une seule direction. En fait, c'est assez faux, parce que le portrait que vous faites d'eux est très nuancé à tous les niveaux. Très mauvais écrivain et en même temps à la pointe de mouvement, à la pointe de même certains romans très réussis. Gens à la fois absolument infréquentables et quand même couverts, sinon d'amis, de relations, mais aussi de gens qui les aiment quand même beaucoup en dépit de tout. Ce sont des êtres en fait tout le temps paradoxaux. Alors là vous venez de nous dire donc leur style il est illisible. Bon après peut-être aussi je crois que vous insistez sur le fait que en général les intrigues de leurs romans sont catastrophiques. Qu'est-ce qu'il y a encore comme raison de leur insuccès? Qu'est-ce que vous voyez encore? Je pense que les descriptions sont trop longues, c'est ce qu'on a dit souvent et c'est ce qui est vrai, c'est que c'est une succession de tableaux, c'est-à-dire que ce sont des scènes qui sont figées les unes à côté des autres et il manque le petit quelque chose, c'est-à-dire que les basses sont là, ils ont du talent, c'est indiscutable, et en revanche il manque le petit quelque chose, donner du mouvement, donner de l'action qui ferait que leur roman serait plus lisible. Alors comme nous le disions, jamais Jules, parce qu'il y a comme deux périodes dans la vie d'Edmond, parce que c'est celle la plus longue. La vie de Jules s'interrompt en 1870. Il ne connaîtra donc jamais le succès. Il a fermé les yeux en ignorant qu'un jour, quand même, ce nom aurait un peu plus de relief. Et ce disant, c'était un peu ironique de dire ça, mais le passage de la mort de Jules, plus tard évoqué dans le journal, est un moment que je trouve très émouvant et d'ailleurs que vous ne traitez quand même pas avec ironie. D'abord, il y a toute la décadence du personnage. De quoi est-il mort? Une maladie d'époque quand même, je pense. De quoi est-il mort? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même ici, pour une fois dans leur vie, une scène un petit peu émouvante? Réellement. Si. Je pense que vraiment les pages qu'Edmond de Goncourt écrit au moment où son frère est en train de mourir sont vraiment émouvantes parce qu'on le voit vraiment page après page se dégrader. Donc Jules, en fait, à 19 ans, avait eu la syphilis. Il l'avait, comme beaucoup de gens à l'époque d'ailleurs, il l'avait un peu oublié. Et à partir, c'est ça, de 1869, il commence à aller mal. Il ne supporte plus le bruit, donc il veut tuer notamment tous les oiseaux ou leur demander de se taire, tous les oiseaux qui passent à côté. À Auteuil. À Auteuil. Il ne supporte plus les oiseaux, il ne supporte plus le bruit, il a l'impression d'être persécuté. Et puis petit à petit, il perd le langage aussi, il a beaucoup plus de mal à parler. Il raconte à Edmond qu'il sera incapable d'écrire aussi. Et effectivement, il ne prendra plus jamais la plume. Et donc Edmond va raconter cette agonie et on le voit devenir de plus en plus bête et il raconte que il s'excuse même. Voilà, c'est ça, ce frère qui était vraiment le plus piquant du coup. Voilà, c'est ça, le plus piquant, le plus drôle, devient complètement stupide. Et sa dernière soirée en public, par exemple, c'est chez la princesse Mathilde et il raconte qu'il va lui faire un gros baiser sur le front sans raison comme ça et il part en ricanant. Et Edmond et la princesse Mathilde donc se mettent à pleurer après. Et ce sera la dernière fois que Jules sortira. Et donc effectivement, cette mort est assez triste et ce sont vraiment des pages où pour une fois, on les sent un peu impliqués et quelque chose de sincère sort de leur plume. Voilà, pas dans la comédie humaine, je vous avoue que j'ai eu les yeux un peu embués quand le frère, à un moment donné, s'excuse de ne pas bien parler, de ne pas bien manger non plus, ce qui ne tient pas bien ses couverts. C'est un passage qui était un peu émouvant dans votre livre, donc on passe aussi par différentes émotions. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise analyse, un effet d'optique, d'avoir l'impression quand même que du moment où Edmond est débarrassé de Jules, bien que lui ne le vive pas comme ça, il adorait son frère, mais d'un point de vue littéraire, il y a quand même un envol, une amélioration. Est-ce que c'est tout à fait illusoire ou il y a une vérité là-dedans ? Du point de vue du style, je ne sais pas s'il y a vraiment une amélioration parce que je pense que Jules avait quand même plus de talent qu'Edmond. D'accord, ah oui. J'aurais dit presque l'inverse. D'accord. En revanche, effectivement, c'est le moment où c'est triste pour lui, mais c'est le moment où sa carrière commence à décoller, c'est le moment où il va faire du bruit, où il va commencer à avoir un peu de succès et où il va se rendre compte aussi qu'il est capable d'écrire seul. Pendant un long moment, il arrête d'écrire, il tient encore son journal. Et puis il renonce au roman. Et puis petit à petit, finalement, tenir ce journal va lui donner le goût d'écrire. Donc au départ, il reprend les romans qui étaient esquissés avec son frère Jules. Et puis à la fin, il va lui rendre un hommage dans un livre qui s'appelle Les frères Zemgano, où il raconte la vie de deux trapézistes. Et donc c'est un miroir de
du Et frère l'idée, qu'il a elle est perdu. bonne. Après, vous dites que le roman n'est pas bon, et c'est ça qui est terrible chez eux. En fait, ils ont sans arrêt des idées qui sont quand même pas inintéressantes, des trouvailles dans le lexique, comme vous le disiez, etc. Et comme vous dites, il manque toujours un petit truc pour faire vraiment, pour parachever la chose. Voilà, ça reste toujours à demi raté. Bah, je pense qu'il y a une règle que donnait quelqu'un que connaissait Edmond de Goncourt, qui était Jules Renard, et Jules Renard disait qu'il fallait vraiment apprendre, en fait, que le plus dur, c'était pas de faire une bonne page, mais 300, et que pour ça, il fallait beaucoup supprimer. Et je pense que c'est vraiment ce qui leur a manqué, en fait, c'est de croire que tout ce qui sortait de leur C'était du plume génie. était nécessairement génial, et qu'il fallait tout conserver, leurs factures, leurs lettres, tout, et tout ce qu'ils pensaient, ils retranscrivent absolument toutes leurs pensées, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui les a perdus. Je pense qu'ils auraient gagné à supprimer la moitié, et on aurait effectivement eu quelque chose d'excellent. Alors que là, c'est beaucoup plus diffus et ça leur a beaucoup nuit. Ça noie. Un autre défaut littéraire, le manque d'épure, c'est très important. Une question d'élèves, j'ai dit à des élèves que j'ai rencontrés récemment que j'allais faire cette émission avec vous, je leur ai parlé des Goncourt, ils connaissaient vaguement le nom, comme on le disait au début de cette émission, et ils m'ont posé une question, donc vous allez leur apporter la réponse. Ils m'ont dit, mais comment techniquement ils travaillaient pour faire une même œuvre à deux? Est-ce qu'on sait comment techniquement ils faisaient pour travailler à quatre mains comme ça? Oui, il le raconte. Alors souvent, quand c'était le journal, ils s'asseyaient à la même table, et puis l'un notait, alors c'était souvent Jules, et puis Edmond était derrière, et puis il rajoutait le petit adjectif, le petit mot, la petite idée, pour rendre ça un peu plus piquant. Et c'est tellement emmêlé d'ailleurs que souvent ils mélangent le je, le nous, on ne sait jamais qui tient la plume, et même quand on lit, enfin, celui qui raconte je, c'est pas forcément celui qui tient la plume non plus, donc parfois c'est Jules qui écrit je, et alors que c'est Edmond qui parle. Donc c'est complètement imbriqué. Et pour leur roman, ils le racontent eux-mêmes, ce qu'ils faisaient, c'est que ils donnaient la grande direction du livre, et puis ils allaient chacun donc se partager un chapitre, chacun s'enfermait dans une pièce, allait écrire le chapitre de leur côté, et ils mettaient ça en commun. Et ce qu'ils racontent, est-ce que c'est vrai, ça on ne sait pas, mais ce qu'ils racontent, c'est que en fait c'était exactement le même chapitre à chaque fois, donc ils étaient tellement similaires qu'ils avaient les mêmes idées au même moment. Donc ils fondaient ensuite ces deux textes, et puis après Jules passait derrière, il allait faire tout un travail, ciseler le texte, rajouter tous ces mots un peu étonnant, et donc c'est lui qui faisait tout le travail de style après par-dessus. Alors voilà les secrets de la création du duo. Bon, voilà Jules qui est mort, on a assez insisté sur tous leurs défauts de création, mais si nous sommes là aujourd'hui pour en parler, si leur nom est quand même célèbre, ce n'est pas lié qu'au prix ou qu'à la station de métro, c'est quand même aussi parce que d'abord ils ont existé en tant que personnages de la littérature et qu'ils ont quand même connu certains succès et même frôlé parfois vraiment des choses extrêmement importantes dans la littérature. Qu'est-ce qu'on peut porter à leur crédit cette fois-ci en littérature? Déjà, je ne jetterai pas absolument tous leurs romans. Bien sûr. Il y en a un, je pense, qui est assez intéressant et dont il faut peut-être raconter l'histoire, c'est Germigny la Certeux. Bien sûr. Donc les Goncourt, en fait, ont commencé par être historiens, et ça, on l'oublie un peu. Leurs livres d'histoire, d'ailleurs, sont plutôt assez bien écrits et assez agréables à lire, avec une ambition qui était de retracer la vie de la société au XVIIIe siècle, donc d'être historien des mœurs. Un peu comme Balzac et en 300 voilà, chapitres. c'est ça. Et eux, donc, de le faire en tant qu'historien pour la fin du XVIIIe siècle. Donc cette œuvre-là est plutôt bonne. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, en fait, le rôle de l'homme de lettres, c'est pas forcément d'être historien, de dire ce que tout le monde a déjà dit, mais c'est de raconter le présent, d'être historien du présent. Et pour ça, pour être historien du présent, ils vont travailler comme des historiens du passé, c'est-à-dire sur des documents, ce qu'ils appellent des documents humains. C'est à ça que sert le journal, notamment. Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils remarquent, toutes les petites choses un peu bêtes. Choses vues et entendues. Voilà, c'est ça, ils le notent dans leur journal, et ça viendra après nourrir leur roman. Et donc il y a cette volonté de retranscrire la société, ce qu'ils ont fait avec les hommes de lettres, ce qu'ils ont fait avec les peintres aussi, avec un livre qui s'appelle Manette Salomon. Et puis il leur arrive une histoire un jour. Depuis qu'ils sont petits. Il faut raconter ça. Voilà, c'est ça. Terrible. Depuis qu'ils sont petits, ils ont la même bonne, qui s'appelle Rose Malingre. Bon, alors ils lui prêtent assez peu attention. À un moment, elle commence à tomber malade. Il l'emmène à la campagne, et puis Rose meurt. Et alors là, patatras, Maria, leur maîtresse, leur dit, bon, tant que Rose était en vie, je devais garder le secret, et maintenant je peux vous le dire, Rose avait une double vie. Et alors là, ils tombent des nues. Et ils se rendent compte que cette bonne qui venait tous les soirs les border, leur faire un baiser sur le front et les coucher, alors qu'Edmond avait presque, Edmond avait 40 ans, et donc cette bonne qui venait toujours les coucher le soir, ils se rendent compte qu'en fait, alors qu'elle vivait dans le même appartement qu'eux toute la journée, elle a une double vie, donc elle était alcoolique, voleuse, elle les a complètement volés, elle a fait des dettes dans tout le quartier, elle a eu des grossesses, elle a eu des enfants même sous leurs yeux, ils s'en sont pas jamais aperçus. rendu compte. Non, jamais. Et donc ils sont complètement
complètement ébahis par ça. Bon, ça sûr. les empêche pas d'aller à un dîner le soir, évidemment, de la mort. Ils en parlent comme si un vieux chien était mort, notamment. Ils disent que c'était une épave de notre jeunesse, donc ils sont un peu troublés. Ils s'en remettent quand même. C'est beaucoup déjà pour eux, c'est beaucoup d'émotions. C'est déjà beaucoup d'émotions. Et ils disent, finalement, en tant que romancier, est-ce que cette mort, c'est pas un signe du destin aussi? C'est-à-dire que cette rose, eh ben, en fait, ça va être un sujet de roman. C'est comment est-ce que cette femme a pu en arriver là? Et donc, ils vont retracer le destin de cette femme, mais sans aucun jugement moral, vraiment, en décrivant cliniquement ce qui lui est arrivé et les raisons de sa chute. Donc comment elle est devenue alcoolique, etc. Toutes les phases par lesquelles elle est passée, ils vont se renseigner là-dessus, en faire un livre, alors qui est très mal accueilli. La princesse Mathilde donc, lit le livre et leur dit qu'elle l'a fait vomir. La presse les traite, je crois à ce moment-là, de sergent Bertrand, c'est Barbet d'Aurevilly qui dit ça. Donc lui, il ne les aime pas. Voilà, à chaque fois, tout ce qu'ils font est démoli par voilà, Barbet le sergent Bertrand, donc c'était quelqu'un qui allait déterrer les cadavres et qui faisait des choses avec eux après. Et donc la presse leur tombe dessus, sauf une personne qui leur écrit une lettre et qui dit qu'ils ont tout compris au roman. Et cette personne, c'est quelqu'un qui est inconnu, qui a 25 ans et qui s'appelle Émile Zola. Et donc ce roman, qui à mon avis est celui qu'il faudrait lire dans tous les romans, va avoir vraiment une grande importance. Donc ça, c'est quelque chose à sauver et c'est ce qui donnera la base d'ailleurs de tout le mouvement naturaliste après. Ben oui, parce que, si vous me permettez, dans Germigny-Lacerteux, avant même le roman lui-même, il y a une préface. La littérature moderne adore la théorie, hein, Antoine Compagnon, le démon de la théorie, et il se trouve que cette préface, elle a un aspect théorique, puisque sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, eh bien les Goncourt sont en train, ni plus ni moins, et quand même assez précisément, quand on lit, c'est mon opinion, mais quand on lit la préface de Germigny-Lacerteux par les Goncourt, je trouve que la définition qu'ils donnent du naturalisme est, pour une fois, tout à fait contrairement à tout ce qu'on a dit sur eux, d'une manière synthétique et frappante, bien plus évocatrice que ce que Zola fera dans cette préface très importante aussi à ses Rougon-Macquart. Donc il y a cette préface qui compte. Le roman, que je vous avoue, j'ai relu cet été et que j'ai trouvé un roman, il est un peu linéaire. Voilà, les choses s'enchaînent de manière un peu linéaire. Il n'y a pas un génie comme ça, je ne sais pas quoi, du jeu avec des flashbacks et tout ça s'enchaîne. Mais c'est un roman extrêmement intéressant et une chose extrêmement frappante, et on retombe sur un paradoxe. Bon, vous ne cessez de souligner dans votre biographie leur mépris, peut-être même un peu surjoué, hein, parce qu'ils jouent les marquis évaporés, ils se mettent un peu en scène dans ce genre de rôle, leur mépris surjoué du peuple, et je trouve qu'ils ont un regard vous dites même sans jugement, mais même bienveillant, parce que dans le roman, ils s'acharnent quand même à montrer qu'elle est victime de la société, des circonstances. Et ils auront d'ailleurs tendance, si vous confirmez ce que je dis, à répéter, je trouve, dans leurs romans, toujours, parce qu'ils ne font pas qu'un roman de type naturaliste, ils ont toujours une attitude très différente dans leurs romans quand ils évoquent le peuple, que ce qu'ils en disent dans la vie. Qu'est-ce que ça révèle? Comment c'est possible? Parce qu'en plus, ils ne veulent pas être putassiers, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne veulent pas dire des choses pour plaire au peuple. Donc comment ça se fait qu'il y a une telle différence entre Goncourt social mondain et Goncourt écrivain quand il s'agit du peuple? Ouais, déjà, je pense qu'ils ont un regard un peu comme un entomologiste qui irait regarder des insectes. Donc c'est quelque chose il y a quand même une distance. Après, effectivement, à mon avis, dans le journal, ils grossissent un peu les traits. C'est pour ça, c'est ce que je disais au début, il y a ce côté grotesque, je pense que c'est quand même beaucoup surjoué. Et dans leurs romans, c'est vrai qu'ils sont complètement différents et ils cherchent à décrire justement sans parti pris. Tout à fait. Et avec quand même, oui, c'est ça, une certaine bienveillance pour le peuple, mais qu'on retrouve parfois aussi dans leur attitude. C'est pour ça, quand on en fait toujours des monstres, en extrayant quelques citations, je pense que les personnages sont beaucoup plus complexes. Notamment quand ils vont à la campagne et qu'ils voient le traitement qui est fait des domestiques, ils notent et ils trouvent que c'est un vrai scandale de les traiter quand ils sont à peine nourris, etc. Donc il y a quand même un côté où, tout en annonçant qu'ils méprisent le peuple, j'ai oublié les phrases exactes, mais qu'ils le vomissent, des choses vraiment... Enfin, on imagine, bon. Des choses vraiment très dures. À côté, quand même, parfois, il y a des moments où ils se montrent compréhensifs et ils s'indignent de la manière dont les gens sont traités. Tout à fait. Et ça aussi, ça fait partie, enfin, je vous dis, moi, j'ai pas eu, en lisant votre roman, vraiment la réflexion qu'ils étaient infréquentables. Bien sûr, j'étais stupéfait parfois de choses qui peuvent sortir, mais c'est tellement énorme qu'on a du mal à y adhérer. Par contre, justement, quand il y a cette émotion à la mort du frère, quand il y a cette façon de restituer le peuple, on croit beaucoup plus que les vrais Goncourt passent. Et vous donnez 2 fois dans votre livre cette sorte d'explication que peut-être toute cette méchanceté qui passe dans le journal comme ça,
c'était aussi un voile de pudeur parce qu'ils étaient peut-être plus bons qu'on ne croit. Est-ce que vous croyez fondamentalement à cela sur eux? Oui, moi je pense que le journal c'est justement quelque chose où ils se peignent, ils forcent complètement le trait, c'est-à-dire que en général les gens se peignent meilleurs qu'ils ne sont et eux on a l'impression que c'est l'inverse, ils veulent se faire vraiment ils veulent bien démolir, pire. mais bien sûr. Et si on regarde d'ailleurs, effectivement aux enterrements de Jules et surtout à l'enterrement d'Edmond, tout le monde raconte qu'il y a beaucoup de gens qui pleuraient, que l'église était, pour l'enterrement d'Edmond en tout cas, l'église était bondée, on voyait plein de gens. Il était venu quand même en aide, et ça il le dit pas forcément, mais il venait en aide financièrement à plein de jeunes écrivains ou de gens en difficulté. Et puis si on regarde, infréquentable oui, mais quand même très fréquenté, puisque ils ont connu absolument tout le monde à leur époque, et on venait voir Edmond notamment un peu comme l'oracle d'Auteuil, et donc non, ils ont quand même attiré toute une société, donc je pense que s'ils avaient été vraiment aussi méchants qu'ils ne se peignent eux-mêmes, il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, donc 2 succès, à savoir quand même un roman qui fait date dans l'histoire littéraire parce qu'il est peut-être le jalon, le début du naturalisme. D'autre part, justement, le fait qu'en dehors de la réussite du roman, ils sont ce repère dans l'histoire littéraire. Bon, d'ailleurs, s'en suivra. Parlez-nous, on ne peut pas faire l'économie de ça aussi. Parlez-nous du coup, très rapidement, mais de leur rapport avec Zola, parce que ce sont des rapports qui vont évoluer. Quels ont été leurs rapports avec Zola qu'aujourd'hui, certaines histoires littéraires trop rapides vont tenir pour le père fondateur du naturalisme, ce qui n'est pas vrai tout à fait. Zola, donc ça commence par cette lettre où Zola fait un peu allégeance, il raconte que effectivement les Goncourt ont tout compris au roman. Il n'est rien à l'époque. Et à l'époque, il est vraiment complètement, oui, c'est ça, complètement inconnu. Et les Goncourt donc vont le convoquer chez eux. Les Goncourt le convoquent chez eux. Bon, alors, comme d'habitude, quand ils tiennent leur journal, ils parlent d'un normalien, un jeune aux allures de normalien chétif et crevé, enfin des tas de choses gentilles comme ça. Et Zola va vraiment s'inscrire comme leur élève au début, donc il parle d'eux. Et puis, petit à petit, la proximité augmente, donc ils troquent les chers maîtres pour cher monsieur, cher ami. Et puis, les Goncourt, et puis Zola commence malgré tout à avoir un peu de succès aussi. Donc les liens s'estompent, les Goncourt s'étonnent qu'il parle un peu moins d'eux. Zola leur répond « Oui, je parlerai de votre livre si j'en ai l'occasion, si j'en ai le temps. Un peu insolent. Vous méritez tellement que je ne pourrais pas me contenter d'un petit article, etc. » Jules meurt, et puis peu après la mort de Jules, Zola vient voir Edmond, c'est le début de la débâcle, et il raconte qu'il a une idée comme ça de roman ou d'œuvre littéraire sur plusieurs volumes qui raconteraient justement la vie d'une famille sous le Second Empire, en illustration, une sorte de coupe de la société comme ça. Edmond note ça distraitement dans son journal, puis en fait, c'est le début des Rougon-Macquart, c'est vraiment le projet de Zola, qui va lui apporter énormément de succès. Et Edmond, après, ne va avoir de cesse de crier au plagiat et au vol, et ce qui est quand même assez vrai, parce que quand on regarde en fait les notes préparatoires des Rougon-Macquart, justement Zola a écrit j'écraserai tellement les Goncourt par la masse de mes personnages qu'on ne pourra pas m'accuser de les avoir volés. Mais donc il s'inscrit quand même vraiment dans leur lignée. Il pense que c'est dans sa tête. Que c'est dans sa tête. Et après, si on regarde les parallèles, c'est vrai que Gervaise et Germigny-Lacerteux. On a des parentés entre Gervaise et Germigny-Lacerteux. Les Goncourt vont faire un livre sur Rome, Zola va faire Rome. Le livre sur la peinture de référence, ça devait être Manette Salomon, ça deviendra l'œuvre de Zola. Donc il y a toute une parenté comme ça. Et puis après, Edmond de Goncourt va encore plus loin. Il visite Médan, la maison de Zola. Il voit un de ses romans que Zola est en train de cacher. Donc il y voit la preuve que Zola est en train de le piller. Il raconte la phrase l'éclair brûlant d'un jupon qui lui a été prise. Et donc effectivement, il n'arrête pas de crier au vol. Les relations vont donc être très tendues, à tel point que Goncourt passe tellement de temps à parler mal de Zola avec ses amis qu'il pense mettre un panneau devant sa maison en disant « Il est interdit de parler ici de la personne et des œuvres de Monsieur Zola », ce qui n'empêche pas de recevoir Zola très souvent le dimanche par ailleurs. Et Zola, lui, aura une attitude quand même un peu plus digne, donc certes, sans doute, il le copie, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'on a des romans d'Edmond de Goncourt où il copie un peu Nana notamment, donc des passages qu'on retrouve qui ressemblent vraiment beaucoup à Zola, donc c'est dans les deux sens. Et puis Zola restera toujours un peu comme l'élève et c'est lui qui prononcera notamment le discours devant son tombeau. Oui, alors on sait aussi ce que sont les discours devant les tombeaux. Très souvent, ça sert à faire son propre éloge. En reconnaissant les qualités de l'autre, c'est pour se les attribuer à soi. Il y a un peu ça. Bon, alors, on a vu donc un certain nombre de succès. Puis il y a encore une chose paradoxale dans ce qu'on pourrait porter au crédit des Goncourt, qui est difficile à comprendre, c'est que non seulement ils apparaissent comme les auteurs qui donnent le signal du naturalisme, mais, et c'est moins connu ça, et vous l'expliquez assez bien, ils vont aussi être tenus par celui que la littérature en général tient pour le chef de file de ce nouveau mouvement,
le décadentisme, par exemple, pour un auteur comme Huysmans, les Goncourt, or décadentisme et naturalisme, ça ne va pas ensemble. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu de décadent? Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu de décadent dans l'œuvre des Goncourt, surtout d'Edmond? Et puis quel rapport il a entretenu avec cet autre auteur qui aujourd'hui est très très revalorisé? Il y a quand même une superbe exposition sur lui au musée d'Orsay, à savoir Huysmans. Oui, Edmond de Goncourt vraiment va être fêté en fait à partir de 1877 plus précisément. Il va être fêté par toute la jeune génération d'écrivains. Il va avoir un repas naturaliste notamment, et parmi les gens qui admirent, il y a Maupassant, il y a Huysmans, il y a toute la jeune génération et qui apprécie le style des Goncourt, déjà ce côté un peu décadent, c'est ce style qui se veut un peu... Oui, il voit moins, Huysmans voit moins les défauts, vous le disiez tout à l'heure. Oui, Huysmans écrit une lettre à Goncourt en disant que vraiment ce qui lui a donné envie d'écrire, c'était les livres des frères Goncourt. L'inverse de Gide. Et à l'inverse de Gide, et ce qu'on voit notamment dans Des Esseintes, le livre préféré de Des Esseintes, c'est La Faustin, qui a été écrite par Edmond de Goncourt. Et donc Huysmans vraiment aura ce culte, Huysmans et tous les autres d'ailleurs, ce culte d'un vocabulaire un peu précieux, ce côté un peu fin de siècle, et il y a peut-être aussi ce côté décalage aussi avec l'époque que les Goncourt ont et qu'ils ont d'une autre manière, mais qui leur permet de se comprendre. Et puis Edmond de Goncourt les accueille beaucoup aussi, il s'est ouvert à toute la jeune génération. Donc d'un côté, par son grenier, d'un côté il tient complètement du XVIIIe siècle et il maudit son époque, et de l'autre en même temps, il est ouvert à toutes les avant-gardes littéraires qu'il reçoit chez lui tous les dimanches. Bon, ben écoutez, vous parliez de chez les Goncourt. Chez les Goncourt, on va y rester parce qu'il y a quand même une autre facette de ce duo infernal, c'est que à côté de faire de la littérature, en plus de faire de la littérature, ce sont des toqués du XVIIIe siècle, mais pas seulement livresquement. C'est-à-dire qu'ils se lancent, ils traquent comme ça le moindre objet, peut-être à une période aussi où le XVIIIe est un peu tombé en désuétude, et ils arrivent avec des moyens relativement limités à constituer une collection extraordinaire. Que dire de la collectionnite aiguë et du XVIIIemisme aigu des Goncourt? Alors c'est déjà plus la passion d'Edmond que de Jules, mais effectivement il collectionne énormément au point où les journalistes qui se rendent chez eux, donc ils ont eu 2 domiciles, un premier qui était rue Saint-Georges et un second qui était à Auteuil, un petit hôtel particulier. Les deux existent toujours. Les deux existent toujours, et donc ces domiciles étaient vraiment complètement envahis d'œuvres d'art. Alors effectivement leurs moyens étaient limités, donc ils se sont plutôt concentrés sur les dessins, quelques meubles aussi. Et effectivement, apparemment, c'était un décor qui était assez impressionnant, donc des objets partout. Tout le monde n'était pas admis là-bas, il fallait faire vraiment des pieds et des mains. Il y avait une bonne qui voilà, c'est ça, il y avait un cerbère à l'entrée et un groom même à un moment, donc qui filtrait les entrées, et puis ensuite il notait les réactions de chaque personne qui entrait dans leur antre. Et donc Flaubert, par exemple, on avait vraiment l'impression, ils le décrivent comme un sauvage qui arrive dans un musée, et tous les autres, il dit en voyant les doigts bêtes de Madame de Bonnières touchoter mes objets, il est dégoûté. Ouais. Et ce que racontent les gens qui vont, c'est que souvent il arrache même les objets des mains en disant c'est pas pour vous. Mais il avait vraiment cette fascination. C'est pas très poli. Voilà, ou dès que quelqu'un s'appuie sur un mur, il dit attention à mon aubusson. Mais il y a cette fascination des objets qui est presque maladive en fait, c'est-à-dire qu'il accumule, il y en a absolument partout. Et c'est peut-être un moyen aussi pour lui, qui se sent un peu émigré du XVIIIe siècle, d'être en connexion. C'est-à-dire quand ils ont par exemple, Edmond dort dans le lit de Madame de Lamballe, et donc en dormant dans ce lit, il a l'impression d'être un peu avec eux. Et Marie-Antoinette. Oui, voilà, ils avaient une passion de Marie-Antoinette. Et ce qui est amusant, c'est que George Sand, par exemple, racontait que quand il parlait des femmes du XVIIIe siècle, à qui ils ont consacré beaucoup de livres, on avait vraiment l'impression qu'ils les avaient quittées la veille et qu'ils avaient dîné avec elles juste avant. Et donc je pense que ce goût de la collection, c'est aussi une manière de se réfugier un peu, de se faire une sorte de cocon protecteur et de faire cette enclave. Fantasme un peu. Voilà, c'est ça, de vivre ce XVIIIe siècle en plein XIXe siècle. Alors Laurent de Comines, lui, a la sagesse de faire revivre tout ça à travers des dessins, et eux essayaient de le faire revivre dans leur quotidien et de se croire même des personnages du XVIIIe. Se disant, une fois de plus avec eux, ça donne une œuvre littéraire assez particulière. Bon, vous êtes un petit peu sévère avec cette œuvre. Quelle est cette œuvre? Comment la décrire? C'est la maison d'un artiste où Edmond de Goncourt est vers la fin de sa vie. Il se demande ce qu'il a fait, ce qu'il va laisser. Il a vraiment une obsession pour la postérité et il a toutes ses collections d'art et il se dit que vont devenir ces collections après moi. Il exclut les léguer à ses neveux qu'il trouve tous complètement stupides.
Un musée, pourquoi pas, mais il se dit que finalement, ce qui lui a plu, lui, c'était de collectionner les objets, et ça lui a donné tellement de plaisir, il dit « je veux que d'autres ressentent ce plaisir », alors que pour lui, le musée, c'est vraiment le mouroir des œuvres d'art. Donc il veut finalement qu'elles reviennent aux collectionneurs, qu'elles soient remises sur le marché. Bon. Et pour figer justement ce musée, Goncourt, il fait un livre où il se promène dans sa maison, qui est assez grande d'ailleurs, et il va décrire pièce par pièce chacun des objets, leur histoire, ce qu'ils représentent, pourquoi il l'a acheté. Et ce qui est un livre, oui, assez étonnant parce que d'un côté, ça tient un peu de l'inventaire après décès, c'est-à-dire que ça va être clinique, il va décrire une bibliothèque. De vente. Voilà, c'est ça, les boîtes qu'il y a dans la bibliothèque et ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, donc on ne s'en sort plus et vraiment c'est très 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 long. Il y a mais en même temps c'est un livre qui est vraiment fait avec amour aussi, il aime tous ces objets et donc c'est parfois fastidieux et souvent assez agréable à lire. Et oui, une démarche qui est assez intéressante quand même. Oui, puis cette collection, elle a eu une sorte de double postérité. Bon, elle a peut-être fait la joie de ceux qui ont racheté ces pièces quand même assez incroyables, qu'aujourd'hui on ne pourrait pas, avec un niveau d'argent identique au Goncourt, on ne pourrait plus tous payer ces œuvres. Ils ont quand même les plus grands noms du 18e, certes pas dans la peinture, plus dans le dessin. Enfin, quand j'ai lu votre livre, ça a fait un peu... Les noms font quand même un peu rêver. Oui, ils avaient une des plus belles... Enfin, c'était reconnu comme une des plus belles collections de dessins. Du monde entier, on les interroge sur cette collection, même Louis II de Bavière. C'est ça, ils recevaient des demandes et elles ont été exposées plusieurs fois. Et donc oui, c'était vraiment une très très belle collection. Et puis la deuxième chose à quoi aboutit cette collection, c'est quand elle a été vendue. Enfin, il faut parler de l'héritage des Goncourt parce que... Bon, on devait parler du prix Goncourt au début et puis on est passé très rapidement dessus. Mais ce prix Goncourt, d'abord, dans quelles conditions elle est fondée? Quel rôle joue l'héritage concret des Goncourt dans ce prix qu'ils n'ont pas connu? C'est-à-dire quand ça a été créé, il n'était plus là. Les Goncourt, justement, enfin Edmond, qui est seul, qui se dit qu'il est veuf, qui n'a pas d'enfant. Il avait la même opinion des enfants que des femmes à peu près. Il les trouvait complètement idiots. Il disait aucune originalité chez les enfants. Et se dit justement, qu'est-ce que je vais faire de ma fortune? Alors il pense beaucoup à la postérité, il veut vraiment illustrer son nom. Et puis, même s'il passe son temps à se plaindre du manque de reconnaissance, etc., il sait qu'il a quand même eu une chance dans sa vie, qui était d'avoir une fortune qui lui a permis justement de se consacrer entièrement à son œuvre sans avoir à travailler à côté. Et donc il se dit, cette fortune finalement, mes vrais héritiers vont pas être les héritiers de mon sang, mais les héritiers de mon esprit. Donc des gens qui ont du talent mais qui n'ont pas la chance d'avoir de l'argent. Et donc je vais permettre à une dizaine d'écrivains de pouvoir assouvir leur passion, d'écrire, et pour ça je vais leur léguer ma fortune, ça leur fera une rente, et grâce à moi, ils vont pouvoir écrire. Alors, cette académie, et c'est ça plus que le prix d'ailleurs, qui est l'objet de la seule contrepartie en fait de cette académie, c'est de remettre un prix, et donc le prix est quelque chose d'un peu accessoire, un prix qui est réservé au roman, qui est un genre à l'époque qui est populaire, ça a du succès, mais un peu comme la bande dessinée aujourd'hui, donc ça, c'est un peu méprisé, on trouve ça un peu féminin, un peu vulgaire, un peu facile. Et donc lui va créer un premier prix pour une œuvre en prose et qui sera vraisemblablement un roman, et décerné à un romancier jeune, et son académie aussi est jeune. Le but, c'est pas justement d'être en miroir de l'académie française, qui elle va couronner des gens qui ont déjà une œuvre derrière eux, qui est plus âgée. Donc lui, spécifiquement, ce qu'il cherche, c'est des écrivains qui ne sont pas connus. Et c'est là qui est l'intérêt de sa démarche aussi. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail du prix Goncourt, mais malheureusement... pour une partie de ses vœux, ça ne sera pas exaucé parce que je crois que la provision qu'il laisse pour assurer cette sorte de rente aux auteurs distingués, les récipiendaires, malheureusement avec des fluctuations boursières, économiques, la provision s'évapore. Mais disons que c'est compensé aujourd'hui par quoi? Par le succès du prix. Voilà, c'est ça. Oui, c'est la Première Guerre mondiale, en fait, il y avait tellement d'inflation que tout ce qu'il avait laissé de côté, et il y avait de quoi faire quelque chose... une rente assez généreuse pour tout le monde, et effectivement, elle a complètement fondu. Bon, l'argent a disparu, mais le prix est toujours rémunérateur et fait rêver bien des auteurs avec ou parfois avec moins de talent. Il faut qu'on conclue cette émission sur quand même le monument littéraire pour lequel les Goncourt restent toujours quand même très célèbres et qui est leur journal. Et alors là, on a affaire à un morceau déjà, on peut le dire, et un morceau d'anthologie. Ce livre, votre biographie, se présente nécessairement comme aussi un panorama littéraire de la deuxième partie du XIXe siècle. Aucun des grands noms ne manque, que ce soit politiquement ou culturellement. Mais finalement, votre livre n'est que le miroir de ce qu'est le journal des Goncourt. Est-ce que vous pouvez nous dire... Alors, vous avez un peu expliqué comment il l'avait commencé,
tout ça est parti en Algérie, si j'ai bonne mémoire, parce qu'ils prenaient des notes d'impression de valeur. Mais à quel moment ils prennent conscience que voilà, ça va devenir une œuvre majeure pour eux? Quelles sont ses caractéristiques principales? Puis alors, ça laisse des passages absolument terribles. Quoi dire de la création, du développement du journal? Oui, le journal s'est fait en fait un peu par hasard, c'est-à-dire qu'ils ont commencé plutôt le 2 décembre 1851. On sait exactement la voilà, date. Ouais. ils racontent, et puis après c'est un mélange de notes qui prennent un peu au fil de l'eau. Et en tant qu'historien, ils vont tomber sur un document qui est les mémoires de Bachaumont. Et Bachaumont, qui était un critique d'art du XVIIIe siècle, dans ses mémoires, raconte sa vie quotidienne. Et ce livre va vraiment les marquer et se rendre compte que grâce à ça, ils peuvent voir la vie quotidienne au XVIIIe siècle vraiment comme s'ils la vivaient, comme s'ils y étaient. Et bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Bachaumont n'a jamais écrit ses mémoires et que c'est un texte apocryphe. Bien sûr. Voilà, mais bon, ils ne le savaient pas, et donc ils se disent on va faire la même chose pour le XIXe siècle, donc donner l'occasion aux lecteurs de découvrir le XIXe siècle à travers nous. Et le journal est intéressant à plus d'un titre. Alors ils se mettent sous le patronage de Saint-Simon, ils font beaucoup référence à Saint-Simon, et effectivement il y a quand même des similarités. L'art du portrait notamment, où c'est très, très vif. Il parle de Renan notamment comme quelqu'un qui a une tête avec des rougeurs et des callosités de fesses de singe, tenant du porc et de l'éléphant. Donc toujours des portraits au vitriol. Beaucoup de comparaisons. Alors une chose qu'on va voir, beaucoup de comparaisons animalières, hein, c'est systématique. Oui, George Sand, c'est la vache à pisse. Enfin, ils ont toujours des expressions comme ça. Et l'intérêt de ce journal, c'est aussi déjà qu'il est de très mauvaise foi, toujours méchant, toujours corrosif, mais c'est ce qui fait qu'il est drôle. Et puis surtout, effectivement, ils ont connu absolument tout le monde à leur époque, donc toute la vie politique, intellectuelle, mondaine. Ils ont connu tout le monde, et donc ils font ces portraits qui sont vraiment passionnants à lire, et souvent très drôles et très bien écrits. Et c'est ce qui les sauve, et c'est ce qui fait qu'ils méritent aussi de passer à la postérité. Alors, ce journal, il y a quand même une bizarrerie. On sait que, par exemple, un auteur qui n'est pas... Votre biographie m'a un peu révélé ça, vous voyez, on croit connaître des choses, puis on les connaît toujours très relativement. Mais un des derniers grands journaux qui est sorti, c'est le journal de Paul Morand, le journal Inutile, que Paul Morand avait prévu de sortir en l'an 2000, justement, parce qu'il voulait qu'il y ait une certaine distance entre sa date de décès, puis aussi la date de décès d'un certain nombre de gens qui mentionnaient. Et les Goncourt, eux, n'ont pas pris autant de précautions, parce que, vous allez expliquer pourquoi, mais Eugène se met à publier ce journal qui est quand même terrible pour tout le monde, personne n'en réchappe, même leurs amis. Vous avez des gens quand même très sympathiques, comme Daudet, moi je trouve quand même très sympathique. Bon, mais même lui est comparé, tout à l'heure je disais les cochons, lui aussi fait partie des cochons. Pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée de sortir ce journal de son vivant qui ne pouvait lui attirer que des ennuis? Oui, ça je pense que c'est une erreur. Au moment où ils ont commencé le journal, l'idée c'était, comme Saint-Simon d'ailleurs, ou comme Paul Morand qui n'ont pas connu évidemment, mais de le sortir à terme. Et surtout l'intérêt, leur facilité à écrire ce journal, c'est que personne ne savait qu'ils l'écrivaient. Alors certaines personnes, Théophile Gautier par exemple, disaient c'est bizarre, ils nous regardent tellement fixement qu'on a l'impression qu'ils veulent tout imprimer dans leur mémoire. Les gens qui sentent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Flaubert accuse Edmond de noter sous la table sur ses manchettes ce qui se dit pendant le repas. Et en fait, il visait juste parce que c'est exactement ce qui se passait. Il notait dès qu'ils revenaient chez eux, ils retranscrivaient tout. Et ce journal, Edmond commence à en parler tranquillement comme ça. Les Daudet vont lire quelques pages et lui dire « mais c'est un monument, il faut absolument que vous le fassiez publier ». Parce qu'à l'époque, le journal qu'il a montré parlait d'événements qui dataient des années 1858-1860, c'était 30 ans avant, bon, il y avait prescription. Et effectivement, au fil de la publication du journal, on commence à se rapprocher des événements de plus en plus récents, et alors là, il se fait de plus en plus d'ennemis. Et il raconte justement, en parlant des Daudet, qu'il compare sa fille à un gigot de 7 livres. Alors, Madame Daudet est complètement effondrée, elle ne peut plus voir Edmond de Goncourt. Tout le monde commence à avoir peur de lui, les gens le supplient de laisser leur mari tranquille qui est mort, en disant il a droit au repos maintenant, pitié, laissez-le tranquille. Il y a deux réactions, il y en a qui ne veulent absolument pas être dedans, mais il y a des vaniteux, souvent c'est les plus médiocres, hein, qui même, en sachant qu'ils vont être étrillés, mais comme ils comprennent quand même que ça va avoir une certaine postérité, même critiquer, ils veulent figurer. Oui, c'est ça, absolument, même sous le pire jour, au moins, ils seront dans le journal, et donc ils vont dire « n'est-ce pas que je souffre ?» etc. Et le pire, c'est qu'Edmond de Goncourt le fait, et il note après, à sa demande, je note, et ce qui est encore plus cruel, je trouve. Et puis, il y en a d'autres qui s'amusent, qui savent qu'ils racontent tout, et donc ils vont lui raconter absolument n'importe quoi, juste pour s'amuser, soit pour se venger d'une maîtresse, par exemple, soit juste pour s'amuser et découvrir absolument n'importe quoi dans le journal quand il est publié. Et on a
une description de Proust qui a rencontré Edmond de Goncourt à la fin de sa vie dans un salon et qui raconte, c'est dans le salon de la princesse Mathilde, Edmond de Goncourt qui se promène, tout le monde qui s'écarte à chaque fois qu'il passe quelque part et les femmes qui lui tournent le dos pour éviter d'avoir à donner leur jour de réception parce qu'elles ont peur que Edmond de Goncourt arrive et puis raconte tout après. Alors, vous parlez de Proust, et c'est un peu sur lui qu'on va conclure cette émission. Effectivement, les Goncourt qui ont connu ce qui pour nous apparaît comme les titans de la littérature de la deuxième partie du 19e siècle, ils connaissent même un titan de la littérature du 20e siècle, mais qui pour l'instant est un petit jeune homme qui, je crois, ne figure pas dans le journal. Non, aucune mention. Alors on sait qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois chez les Daudet et à cette réception de la princesse Mathilde, mais visiblement... alors qu'Edmond parle vraiment de tout le monde dans son journal, il n'y a aucune mention de Proust et visiblement aucune lettre. Leur correspondance est conservée à la BNF. Il n'y a aucune lettre de Proust qui pourtant écrivait à la Terre entière aussi. Donc une rencontre où ils se sont sans doute dit assez peu de choses et pourtant il y a pas mal de correspondances. Dans une de ses préfaces, Edmond de Goncourt annonce en fait la recherche de manière assez prophétique. Où il raconte qu'il faudrait, les frères Zemgano, qu'il faudrait faire un livre sur le grand monde, comme lui, dans sa perspective naturaliste, a décrit plusieurs milieux. Il lui faudrait ce livre-là, et pour ce livre-là, il faudrait quelqu'un qui est baigné dans tous ces salons, etc. Et donc il annonce vraiment la recherche. Et de son côté, Proust va aussi beaucoup parler des frères Goncourt. Le narrateur, dans la recherche, justement, raconte qu'il est fasciné par le talent d'observation des frères Goncourt, leur façon de raconter, et Proust va même faire un pastiche des frères Goncourt qui est très drôle. Si vous voulez, on va y venir, vous allez expliquer ce que c'est que ce pastiche, mais je voudrais lire, parce que ce que je vais dire n'est pas très agréable sur les frères Goncourt, alors que le pastiche est quand même une sorte d'hommage en un sens. Et ça nous permettra de conclure et de faire une sorte de bilan des personnages contrastés qu'étaient les Goncourt, à la fois Proust, a émis, en tant que Proust, pas en tant que, je veux dire, pas dans la recherche, a émis un jugement littéraire sur eux tout à fait bien vu, bien qu'il soit un peu cruel. Puis on verra comment, finalement, il leur a rendu il a fait un monument, un petit monument sur eux dans la recherche. Voilà le jugement de Proust sur la littérature des Goncourt, avant que nous les sauvions. Cette subordination de tous les devoirs mondains, affectueux, familiaux, au devoir d'être serviteur du vrai, aurait pu faire la grandeur de M. de Goncourt, s'il avait pris le mot de « vrai » dans un sens plus profond et plus large, s'il avait créé plus d'êtres vivants dans la description desquels le carnet du croquis oublié, de la mémoire, vous apporte sans qu'on le veuille un trait différent, extensif et complémentaire. Malheureusement, au lieu de cela, il observait, prenait des notes, rédigeait un journal, ce qui n'est pas d'un grand artiste. Donc, ouf, ça tombe comme un coup près, hein, c'est assez impitoyable. Et pourtant, et c'est là que je vous renvoie la balle, il leur a quand même rendu une sorte d'hommage magnifique dans le fond. Pourquoi ? Oui, le narrateur, donc dans la recherche, tout à la fin de la recherche, se rend un dîner chez les Verdurins. Et puis, le narrateur justement tombe dans un extrait du journal des Goncourt qu'il invente totalement et qui est une parodie de Edmond de Goncourt racontant un dîner complètement incroyable chez les Verdurins où il s'extasie devant la porcelaine, un collier de perles, etc. Et en fait, c'est très bien senti, c'est-à-dire que c'est tellement bien imité que c'est plus vrai que vrai, et c'est vraiment assez drôle. Donc il leur rend un bel hommage comme ça. Et puis, effectivement, peut-être qu'il est un peu cruel quand même avec ce qu'il raconte des Goncourt. Ça s'applique beaucoup à leur roman, moins à leur journal justement, qui reste un monument littéraire. Très bien. Bien écoutez, c'est sur les Goncourt vus par Proust et sous deux angles que nous allons conclure cette émission. Pierre Ménard, je vous remercie infiniment de vous être rendu sur le plateau de l'Essonne en auteur. Je rappelle le titre de votre livre, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talendier. Nous remercions évidemment aussi Laurent de Comines de nous avoir permis de tourner dans son magnifique et si goncourien appartement atelier. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.